Bonjour les amis. Bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous également un commentaire. Obena Okek était assis en silence à l'arrière de sa Mercedes Maybach noire blindée tandis que le convoi se faufilait dans la circulation étouffante sur Agege Motor Road. C'était un de ces matins humides de Lagos où l'air sentait la poussière brûlée par le soleil, les gaz d'échappement et les fruits trop mûrs. À travers les vitres teintées, son regard perçant scrutait le chaos bruyant, les klaxons des bus d'Anfo, les piétons qui traversaient la ville à toute vitesse et les vendeurs ambulants qui se faufilaient entre les voitures. Il n'était pas d'humeur à parler à faire ni à répondre au rappel poli de son assistant concernant une réunion avec le ministre de l'Innovation. Son esprit avait été lourd toute la semaine, accablé par un vide lancinant qu'aucune richesse ni aucun pouvoir ne semblait pouvoir apaiser. Soudain, quelque chose attira son attention, une jeune fille, à peine adolescente, son plateau de pain fumant en équilibre gracieux sur la tête, se faufilant entre les véhicules avec l'agilité de quelqu'un qui maîtrise l'art de la survie. Mais ce qui retint son regard, ce ne fut ni sa posture ni sa démarche, mais l'éclat d'un petit bracelet à son poignet, fin et familier, une délicate chaîne en or ornée d'un pendentif en forme de cœur brisé. Son souffle s'accéléra et il se pencha en avant, la voix étonnamment rauque, tandis qu'il ordonnait à son chauffeur de ralentir. La jeune fille leva les yeux un instant, et pendant une brève seconde, leurs regards se croisèrent. Ses traits le stupéfièrent, son nez, l'accent de ses sourcils, la façon dont elle pinçait les lèvres, tout cela était si familier qu'il en eut froid dans le dos. Mais c'est le bracelet qui l'a véritablement déstabilisé. Il n'était pas seulement similaire, c'était le même bracelet qu'il avait offert à Addis pour ses 26 ans, gravé d'un minuscule hobby éternel sur le dessous. Ce bracelet avait été fabriqué sur mesure à Dubaï, une pièce unique, jamais reproduite. Et voilà qu'il était là, porté par une fillette de 12 ans à peine, vendant du pain sous un soleil de plomb. La jeune fille se détourna vivement et disparut entre les voitures en marche. Obina se laissa retomber sur son siège, l'esprit en ébullition. Quelles étaient les chances? Serait-ce sa fille? Sa fille? Il n'avait plus vu ni entendu Addis depuis plus de 10 ans. Ce bracelet aurait dû être oublié, mais il était là, ramenant à la surface des souvenirs et des possibilités enfouies qui ébranlaient les fondements de tout ce qu'il croyait avoir enfoui. De retour dans son manoir de Banana Island, Obina ne pouvait se défaire de la vision de la fille ni du bracelet. Le manoir était silencieux comme toujours, trop imposant, trop vide. Ses murs étaient tapissés de distinctions, de récompenses, de photos de présidents et de magnats du monde des affaires, mais rien de tout cela ne réchauffait l'atmosphère. Il entra dans son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une vieille photo. C'était un peu effacé, mais toujours vivace dans ma mémoire. Addis, souriante dans une robe d'été jaune, le poignet orné de ce bracelet, soufflait les bougies d'un gâteau qu'il avait lui-même préparé. Leur amour n'était ni tapageur ni extravagant. C'était une relation douce, ancrée dans les repas partagés, les soirées tranquilles et les conversations qui duraient des heures. Il l'avait rencontrée alors qu'elle était professeure de littérature dans une école publique, et lui était encore un entrepreneur en herbe dans le secteur technologique. Elle était son calme dans la tempête, celle qui lui rappelait qui il était en dehors des réunions de conseil. Mais ses parents ne l'approuvaient jamais. Ils la surnommaient toujours « la maîtresse d'école », avec le mépris que seuls les riches pouvaient éprouver. Et Obina, partagée entre loyauté et amour, avait essayé pendant des années de rendre tout le monde heureux, jusqu'au jour où ils lui ont forcé la main. Son père, le chef Okek, considéra ce sacrifice comme nécessaire et arrangea son mariage avec Amarachi, fille d'un magnate du pétrole milliardaire, afin d'obtenir une fusion internationale. Obina avait argumenté, résisté, supplié même, mais la pression, les menaces de déshérence et les manipulations incessantes ne lui laissaient pas le choix. Addis l'avait vue s'éloigner en larmes, qu'elle n'avait jamais laissé couler jusqu'à la fermeture de la porte. Leur divorce avait été rapide et cruel, orchestré par des avocats plus soucieux de la séparation des biens que des émotions. Obina s'attendait à ce qu'elle se batte, qu'elle plaide, mais elle avait simplement signé les papiers avec une dignité qui le hantait encore aujourd'hui. Et, comme ça, elle avait disparu. Pas d'appel. Pas de lettre. Pas de trace. Même lorsqu'il avait tenté de la retrouver plus tard, sa trace avait disparu. Soudain, ce bracelet était réapparu, porté par une jeune fille à l'air calme et provocateur. Il ne croyait pas au destin, mais quelque chose au fond de lui disait que ce n'était pas une coïncidence. Pour la première fois depuis des années, Obina sentit quelque chose s'éveiller en lui, non pas l'ambition, ni le chagrin, mais l'espoir.
Et la peur. 12 ans plus tôt, Obina était assis dans le vaste bureau de son père, meublé d'acajou, les poings serrés, fixant les visages froids de ses parents. Sa mère, majestueuse et posée dans son îlot et son bouba de dentelle flottante, évitait tout contact visuel. Le chef Okek, une figure imposante, forte de décennies de pouvoir, parla d'un ton qui ne souffrait aucune objection. Tu épouseras Amarashi. La fusion est trop importante. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'héritage. Obina avait protesté en affirmant qu'Adiz était son avenir, son ancre. Ils avaient prévu un mariage modeste, rêvé d'une vie simple. Mais pour ses parents, ce genre de vie était une honte. Elle n'offre que des sentiments, avait ajouté sa mère d'un ton sec. Amarashi apporte relations, capital et statut. Choisissez judicieusement. Obina se retrouva ainsi acculé, seul face à un empire qu'il avait élevé et préparé à obéir. Il se souvint de la nuit où il avait annoncé la nouvelle à Adiz. Elle était restée silencieuse dans leur appartement, le fixant comme une étrangère. « Alors c'est ça ?» demanda-t-elle. « Tu vas l'épouser et tout balancer ?» Sa voix était immobile, mais son regard trahissait la tempête intérieure. Il avait tenté de lui expliquer qu'il n'avait pas le choix, qu'il reviendrait, qu'il trouverait peut-être un moyen. Mais Adiz s'était contenté d'acquiescer, de s'écarter et de murmurer « Ne reviens pas si tu ne reviens pas entier ». Le jour où elle fit ses bagages fut le dernier jour où il la vit. Le mariage avec Amarashi fut grandiose et sans cœur. Les flashs des appareils photo fusèrent, les invités jasèrent, et Obina joua le rôle du fils et du mari dévoué. Mais au fond de son cœur, il enfouissait une femme dont l'amour avait été trop pur pour un monde qui privilégiait le profit à la passion. Adiz ne cessait de lui manquer. Mais maintenant, des années plus tard, le destin lui avait fait miroiter un indice, et cette fois, il n'allait pas le laisser filer. Le jour où Obina signa les papiers du divorce fut une tempête silencieuse que ni lui ni Adiz n'oublieraient jamais. Pas de cris, pas d'explosion dramatique, juste le silence perçant de deux cœurs qui se déchirent sans qu'ils aient prononcé les mots. Obina était assis en face d'elle dans le bureau stérile de l'avocat, les documents impeccables et cliniques posés sur la table en verre entre eux. Adiz portait une simple robe bleu marine, les cheveux tirés en arrière, pas de maquillage, pas de bijoux, à l'exception de ce bracelet. Elle n'avait pas l'air brisée, juste profondément fatiguée. Obina chercha sur son visage la colère ou l'amertume, tout ce qui pourrait lui donner matière à argumenter, mais il ne vit qu'une acceptation calme qui le brisa encore davantage. Il aurait voulu dire quelque chose, n'importe quoi, des nuits où ils passaient la nuit à discuter, des repas qu'ils cuisinaient ensemble, des chansons idiotes sur lesquelles ils dansaient pieds nus dans leur ancienne cuisine. Mais au lieu de cela, il signa, sa plume tremblant légèrement. Adiz prit les papiers sans broncher, apposa sa signature et se leva. Lorsqu'elle se retourna pour partir, il se leva à son tour, incapable de se retenir davantage. « Adiz » dit-il doucement, la voix tremblante. Elle marqua une pause, se retourna et lui adressa un petit sourire déchirant. « Tu as fait ton choix, Obina. Et j'y survivrai. Comme j'ai survécu à tout le reste. » Et puis elle sortit du bâtiment, hors de son monde, hors de sa portée. Il ignorait qu'en montant dans le taxi qui l'attendait dehors, ses mains tremblaient sur ses genoux. Il ignorait que plus tard dans la nuit, elle enfouirait son visage dans son oreiller et pleurerait jusqu'à l'aube. Et il ignorait certainement qu'au fond d'elle, une nouvelle vie avait déjà pris racine, un enfant conçu dans l'amour, qui grandissait maintenant dans le chagrin. Alors qu'Obina retournait au manoir familial pour préparer le mariage arrangé par ses parents, il se sentait condamné à une vie qu'il n'avait pas choisie. Et quelque part, dans un petit appartement sur le continent, Adiz portait sans le savoir le dernier morceau de leur histoire. Adiz remarqua les changements avant même d'oser les confirmer. L'épuisement qui s'installait même après une courte marche, les nausées matinales, l'odeur d'œufs au plat qui lui donnait des hauts le cœur, tous les signes étaient là. Mais c'était l'absence de règles qui ne laissait aucune place au déni. Dans la salle de bain exiguë du 2 pièces de sa cousine à Achidi, elle serrait le test de grossesse dans ses mains tremblantes. La fine ligne rose la fixait comme une blague cruelle. Des larmes lui montèrent aux yeux, non seulement de peur, mais aussi de la douleur de savoir qu'elle ne pouvait même pas l'appeler pour lui annoncer la nouvelle. Obina était désormais mariée. La nouvelle avait fait la une des journaux, les photos avaient fait le tour des réseaux sociaux. Il était beau dans son ikbata, bras dessus bras dessous avec Amarashi, tous deux souriant sous le poids des traditions et des attentes. Elle n'avait plus sa place dans ce nouveau monde. Et cet enfant, leur enfant, était désormais sous sa seule responsabilité.
Sa cousine Chioma fut la première à qui elle en parla. Chioma, qui s'en sortait à peine avec ses 3 enfants, était sous le choc, mais la soutenait. « Tu es forte, Adiz, dit-elle en la serrant fort dans ses bras. Tu n'avais pas besoin de lui avant. Tu n'auras plus besoin de lui maintenant. » Mais la force ne résidait pas dans l'absence de peur. Adiz passa de nombreuses nuits à contempler le plafond fissuré, se demandant comment elle allait élever un enfant sans travail, sans maison, et avec un cœur encore en train de guérir de la trahison. Finalement, elle commença à enseigner à temps partiel dans une école maternelle locale, gagnant juste assez pour couvrir les frais de nourriture et de transport. Quand son ventre devint trop lourd pour supporter de longues heures, elle se tourna vers la pâtisserie, un savoir-faire ancestral que sa défunte mère lui avait transmis. Elle commença à vendre des petits pains au bord de la route le matin, enveloppant son ventre gonflé dans des emballages surdimensionnés pour cacher sa grossesse. Et quand Chidima naquit, Adiz pleura. Non pas qu'elle ait eu peur, mais parce que l'enfant ressemblait tellement à Obina que, l'espace d'un instant, elle oublia toute douleur et serra simplement son miracle contre elle. Élever Chidima fut à la fois une bénédiction et un véritable combat. Adiz a déménagé à Muchin, où les loyers étaient bon marché et la vie difficile, mais familière. Elle louait un studio avec un plancher qui craquait, un toit qui fuyait et des voisins bruyants. Mais c'était le sien. Elle conciliait son activité d'enseignante à temps partiel avec son commerce de boulangerie, se levant avant l'aube pour pétrir la pâte et faire les livraisons avant la première sonnerie de l'école. Chidima a grandi en regardant sa mère tout faire, récurer les sols, cuisiner, corriger les devoirs et rire même quand tout allait mal. Adiz ne laissait jamais l'amertume s'installer. Elle racontait des contes de fées à sa fille le soir et insistait sur le fait qu'elle pouvait devenir ce qu'elle voulait. Mais même en racontant ces histoires, Adiz craignait secrètement le jour où Chidima commencerait à poser des questions sur son père. Elle décida donc très tôt de lui donner un objet à garder, le bracelet. Elle l'avait conservé dans une petite boîte en bois sous son lit, le seul bien de son passé qu'elle n'avait ni vendu ni perdu. Quand Chidima eut 10 ans et demanda des nouvelles de son père pour la première fois, Adiz s'agenouilla près d'elle, lui passa le bracelet au poignet et dit « Il me l'a donné il y a longtemps. Et même si les choses n'ont pas fonctionné, il m'a aimé autrefois. Et tu es né de cet amour. » C'était tout ce qu'elle pouvait donner, pas un nom, pas une histoire, mais un petit symbole de quelque chose de beau autrefois. Chidima portait ce bracelet tous les jours, sans jamais en mesurer tout le poids. Elle savait seulement que sa mère y tenait beaucoup et que, d'une certaine manière, cela lui donnait le sentiment d'être connectée à quelque chose de plus grand que leur petit monde. Alors, elle arpentait les rues de Lagos, son plateau de pain en équilibre avec l'assurance d'une princesse, le bracelet d'or scintillant au soleil, signal silencieux qui ramènerait un jour son père. Le mariage d'Obena avec Amarachi était tout ce dont ses parents avaient rêvé sur le papier, mais tout ce qu'il avait craint en réalité. Le mariage avait été extravagant, télévisé, baigné de dentelles de créateurs, de couverts plaqués or et de cercles sociaux prestigieux. Mais une fois les caméras éteintes et les invités partis, le silence devint assourdissant. Amarachi était belle, raffinée et bien connectée, mais elle n'était pas Adiz. Elle ne comprenait pas ses humeurs, ses longs silences, son habitude de lire tard le soir ou d'écouter de la vieille musique classique en travaillant. Leurs conversations dépassaient rarement les sujets d'affaires, de mode ou de mondanité. Et tandis qu'Obena se plongeait dans le travail pour survivre au vide émotionnel, Amarachi semblait se contenter d'organiser des brunchs et de publier des photos soignées de leur vie commune sur les réseaux sociaux. Ils ne se disputaient jamais, car il n'y avait rien de suffisamment profond entre eux pour justifier une dispute. En quelques mois, ils dormaient dans des chambres séparées. À l'approche de leur premier anniversaire, Obena avait cessé de faire semblant, et Amarachi ne s'en souciait plus. Leur divorce, contrairement au premier, fut froid et calculé. Il n'y eut ni larmes, ni regrets, juste des signatures et le silence. Amarachi s'en alla avec un accord généreux et retourna rapidement dans l'empire de son père. Obena, cependant, est reparti avec un poids plus lourd que l'argent ou les titres ne pouvaient apaiser, le regret. Le regret de s'être laissé manipuler, d'avoir troqué l'amour véritable contre un gain stratégique, et de ne plus avoir ni l'un ni l'autre. Il a cessé de participer à des événements sociaux, s'est retiré de la presse et s'est concentré uniquement sur son conglomérat technologique et sa fondation philanthropique. Pourtant, même sa philanthropie lui semblait une pénitence, et non une passion. Il avait construit des écoles, financé des startups et développé la fondation de sa mère contre le cancer, mais tout cela semblait creux. Chaque visage lui rappelait un taquin. Chaque sourire le faisait se demander à quoi aurait ressemblé leur enfant, s'ils en avaient eu un. Pendant des années,
Il s'était dit qu'elle allait de l'avant et qu'elle serait mieux sans lui. Mais le bracelet et le regard familier de ce vendeur de pain avaient brisé cette illusion. Et maintenant, son mariage derrière lui et les ombres de son passé qui s'insinuaient, Obena commençait à comprendre que certaines erreurs ne s'effacent pas avec le temps, mais qu'elles résonnent. Chidima Nwankwo vivait loin des villas fermées de Banana Island. Ses matinées commençaient avant le lever du soleil, aidant sa mère à faire du pain dans leur minuscule cuisine, l'odeur de la levure et du beurre emplissant l'air. Elle tenait le plateau en bois en équilibre sur sa tête avec une grâce experte et arpentait les rues animées de Muchin, appelant les clients avec un joyeux « pain chaud, pain frais ». Malgré sa vie difficile, Chidima n'avait jamais connu l'amertume. Sa mère l'avait élevée avec force et tendresse, lui apprenant à trouver la joie dans les petites choses, comme le goût du pain chaud tout juste sorti du four ou la brise fraîche du soir sur leur toit. À 12 ans, elle lisait déjà des livres pour les 16 ans, adorait les chiffres et rêvait de devenir ingénieure. Ses professeurs la qualifiaient d'enfant surdouée, et même lorsqu'elle était trop fatiguée pour aller à l'école à temps plein, elle suppliait sa mère de la laisser s'asseoir au fond et simplement écouter. Elle avait le sourire et la chaleur de sa mère, mais aussi le regard perçant et l'esprit inflexible de son père, même si elle ignorait totalement qui il était. Addis ne lui avait raconté que des bribes de son histoire. C'était un homme bien autrefois, disait-elle en brossant les cheveux de Chidima le soir, mais la vie nous a séparés. Chidima n'en demanda pas plus. Elle ressentait la tristesse que cela lui causait, et de plus, elle avait assez d'amour en sa mère pour combler tout vide. Pourtant, elle se demandait souvent, était-il vivant? Pensait-il à eux? Ressentait-il parfois un manque dans son cœur, comme elle parfois en contemplant la lune? Elle serrait fermement le bracelet. C'était son seul lien physique avec l'homme mystérieux du passé de sa mère. Elle ne l'enlevait jamais, même pour dormir. Quand les enfants la taquinaient à propos de sa chaîne usée ou lui demandaient où elle l'avait trouvée, elle souriait et répondait « c'est magique ». Il appartenait à quelqu'un de très important. Elle ignorait à quel point elle avait raison, ni à quel point la magie était proche de la retrouver. Ce soir-là, Chidima rentra plus tard que d'habitude, avec un pain en moins et le front en sueur à force de courir au soleil. Elle fit irruption dans leur petite pièce, haletante, son plateau vide mais les yeux écarquillés d'excitation. « Maman » appelait-elle en se jetant sur la natte de raffia où Addis pliait des vêtements. Un homme me regardait si bizarrement aujourd'hui. Pas comme un méchant étrange. Comme s'il me connaissait. Il n'arrêtait pas de fixer mon bracelet. Les mains d'Addis se figèrent. « Quel homme » demanda-t-elle, le cœur battant. Un homme imposant. Dans une voiture. Une de ces grosses voitures avec la police et tout. Il n'a même pas cligné des yeux. Elle continua de regarder. Chidima rigola, inconsciente. « Tu crois que c'est un magicien ?» Mais le sourire d'Addis n'atteignit pas ses yeux. Elle se leva, se dirigea vers la petite table où elle rangeait sa Bible et s'assit, plongée dans ses pensées. Elle n'avait pas raconté à sa fille toute l'histoire du bracelet. Seulement qu'il venait de quelqu'un qui avait compté. Mais maintenant, se demandait-elle, et si cet homme était lui? Elle resta éveillée cette nuit-là, clignant à peine des yeux, se demandant si Obena avait reconnu le bracelet, ou pire, reconnu Chidima. L'idée de son apparition soudaine après toutes ces années la remplissait à la fois d'effroi et de nostalgie. Elle avait bâti une forteresse autour de leur vie, faite de dignité, de routine et de résilience. Mais Obena avait le pouvoir de tout perturber. Et s'il venait et tentait d'enlever Chidima? Et si ses riches parents apprenaient son existence et transformaient leur fille en un pion supplémentaire dans un cruel jeu d'héritage? Addis regarda Chidima endormi, le bracelet scintillant faiblement sous la lampe à pétrole. C'était beau, certes, mais c'était aussi une porte. Un souvenir. Un danger. Elle tendit doucement la main, comme pour le chasser, mais s'arrêta. Sa main trembla dans l'air avant de reculer lentement. Non. Le bracelet resterait. Chidima méritait de le garder. Quelle que soit la tempête qui se préparait, Addis l'affronterait. Seul s'il le fallait, mais sans peur. Obena n'arrivait pas à se concentrer les jours suivants. Ses réunions de conseil d'administration, ses appels Zoom et ses présentations d'investissement lui semblaient autant de distractions pour la seule question qui comptait. Qui était cette fille? Son visage persistait dans son esprit comme une énigme à résoudre, et le bracelet, ce bracelet inimitable qu'il avait autrefois serré autour du poignet d'Addis, lui semblait une miette de pain divine le ramenant à une vérité longtemps enfouie. Un matin, juste avant le lever du soleil, Obena se tenait sur le balcon de son appartement en attique surplombant l'Atlantique.
Il tenait une tasse de café noir fumant dans une main et son téléphone dans l'autre. L'air était calme, mais ses pensées étaient agitées. Il appela son plus fidèle assistant, Kabir, et demanda une enquête discrète sur la jeune fille. Elle vendait du pain près de la Jige Motor Road. Peut-être Muchin ou au Julegba Axis. Commencez par là. Pas de publicité. Pas de bruit. J'ai besoin de savoir qui elle était, où elle habite. Kabir hésita. C'était une demande inhabituelle venant d'un homme qui se mêlait rarement des petites choses, mais l'urgence dans la voix d'Obena ne laissait aucune place au débat. Obena a fait appel à un dessinateur pour recréer le visage de la jeune fille de mémoire, y compris une image précise du bracelet. Des prospectus ont été secrètement distribués à des vendeurs de confiance dans ces quartiers, présentés comme une action philanthropique visant à soutenir les enfants des rues en leur octroyant des bourses. En réalité, ils ne cherchaient qu'à retrouver un enfant. Chaque nuit, Obena se tournait et se retournait, se remémorant des éclairs de la voix d'Adi, son rire, son odeur après avoir cuisiné, la douce façon dont elle l'appelait Obi. Si cette fille lui appartenait vraiment, à elle et à lui, cela signifierait qu'il avait une fille dont il ignorait l'existence. Il se disait que c'était juste de la curiosité. Mais au fond, il savait que c'était plus que cela. C'était un désir de guérison. Une seconde chance. Et peut-être, juste peut-être, une rédemption qu'il ne croyait plus mériter. La quête de Kabir porta ses fruits en une semaine. Obena était assis à l'arrière de sa voiture lorsque Kabir lui tendit une photo granuleuse prise par un vendeur ambulant. Le cœur d'Obena battait fort. Elle était là, la fille, marchant à côté d'une femme. Pas n'importe quelle femme. Celle d'Adi. Le temps l'avait changée, elle paraissait plus mince, plus calme, ses vêtements délavés et pratiques, mais impossible de la confondre. Sa posture était toujours majestueuse, son regard toujours sage et indéchiffrable. Obena fixa longuement la photo. Elle est vivante, murmura-t-il, presque pour lui-même. Il ordonna au chauffeur de changer de route, demandant à Kabir de le conduire à la boulangerie de Muchin où il l'avait vue pour la dernière fois. Cette fois, il portait un simple polo et un jean, abandonnant son convoi et sa sécurité armée pour éviter d'attirer l'attention. Il ne voulait pas de retrouvailles dramatiques. Il voulait la voir à l'état brut, sans scénario, sans préparation. Il se tenait au coin de la rue, le cœur battant, tandis qu'il regardait Adi sortir du bâtiment, un plateau de pain sur la tête, sa fille à ses côtés. L'espace d'un instant, il s'arrêta de respirer. La ressemblance entre lui et la jeune fille était indéniable maintenant qu'il les voyait ensemble. La forme de ses yeux, la courbe de son menton, la façon dont elle ajustait son plateau et scrutait les alentours, tout cela traçait son ADN. Il fit un pas hésitant en avant, mais se figea. Adi venait d'essuyer la sueur du visage de Chidima avec le bord de son emballage, ses lèvres murmurant quelque chose de tendre. Obena resta figé dans l'ombre, frappé par la réalité de ce qu'il avait perdu. C'était une vie qui s'était développée sans lui, une famille qui avait survécu malgré son absence. Et pourtant, l'envie irrésistible de lui parler, de lui tenir la main, de lui dire qu'il ne cessait de penser à elle le submergeait presque. Mais pas ici. Pas encore. Il se détourna, reculant avant qu'elle ne puisse le voir. Il devait se préparer, non seulement à l'affronter, mais aussi à accepter le poids de ce qu'il avait abandonné. Le lendemain, Obena revint, cette fois prête. Il attendit que Chidima soit parti pour l'école de l'après-midi, puis entra discrètement dans la petite boulangerie où Adi était occupé à mesurer la farine. Elle leva les yeux lorsque la porte grinça, son expression neutre jusqu'à ce que ses yeux se posent sur les siens. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. L'air entre eux était comme du verre, fragile, tranchant, prêt à se briser. Adi se redressa lentement, s'essuyant les mains sur son tablier, le souffle court malgré le choc dans ses yeux. « Obena » dit-elle d'une voix calme mais indéchiffrable. Il hocha la tête avec regret, déglutissant difficilement. « Adi » répondit-il. « Je ne suis pas venu pour causer des problèmes. Je l'ai vu. J'ai vu le bracelet. » Joël l'interrompit doucement. « Que fais-tu ici ?» Ses paroles n'étaient pas pleines de colère, juste de lassitude, comme quelqu'un qui a traversé trop de tempêtes et qui a appris à ne pas s'attendre à la chaleur des nuages d'orage. « Je ne savais pas » commença-t-il en avançant lentement. « Je ne savais pas que tu étais enceinte. Tu as disparu. J'ai essayé de te retrouver. » Adi a ri une fois, amèrement. « Disparu ? Non, Obena.
J'étais effacé. Ses yeux brillaient, mais elle ne détournait pas le regard. Tu avais fait ton choix. Tu les as laissés tout prendre. Et quand j'avais le plus besoin de toi, tu étais en train de te marier avec une autre femme. Il ferma les yeux, stupéfait. J'étais faible. Je pensais faire le bon choix. Je pensais sa voix se brisa. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. À ce que nous avons perdu. Le silence régnait. Puis Adi s'est écartée, a pris un sac de farine et l'a remis sur l'étagère, comme si elle remettait les pièces de sa vie en ordre. Elle ne sait pas qui tu es. Ne perturbe pas sa vie maintenant. Elle est heureuse. Les épaules d'Obena se sont affaissées. Je veux juste la connaître. Pour te connaître. Pour arranger les choses si possible. Adi le regarda longuement, puis hocha la tête. Alors, commence par te montrer, non pas avec ton argent, mais avec ta présence. Si tu le penses vraiment. Et là-dessus, elle se détourna, laissant la porte entr'ouverte derrière elle. La révélation survint aussi soudainement que le soleil matinal perçant les nuages de l'ego. Un samedi après-midi tranquille, Obena proposa à Chidima de l'accompagner à son cours de tutorat, après qu'Adi l'eut accepté à contre-cœur. Ils déambulèrent dans les rues bondées, la jeune fille discutant avec aisance de son livre préféré, de son rêve de devenir ingénieur et de son amour des mathématiques, tout comme lui autrefois. La ressemblance ne se résumait pas seulement à son visage, mais aussi à sa cadence, à sa curiosité, à sa façon de poser des questions importantes et de regarder les gens droit dans les yeux. Obena rit sincèrement, pour la première fois depuis longtemps. Alors qu'ils approchaient du lieu de cours, Chidima leva les yeux vers lui et dit, « Tu sais, ma mère m'a dit un jour que mon père l'appelait Ada Baby. Mais personne d'autre ne l'a jamais fait, sauf toi, tout à l'heure. » Obena se figea en plein pas, le cœur battant la chamade. « Ada, bébé » répéta-t-il doucement. Elle hocha la tête innocemment, ajustant son sac. « C'est drôle. Parfois, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Comme dans mes rêves. » Obena ne répondait pas. Il ne pouvait pas. Son monde tournait, l'air lourd de prise de conscience. Ce nom, Ada Baby, était celui d'Adi, un terme secret qu'il n'avait jamais prononcé en dehors de l'intimité de leur vie commune. C'est alors que le dernier doute dans son cœur s'évanouit. C'était sa fille. Sa chair et son sang. Il l'escorta jusqu'à la classe, attendit qu'elle disparaisse à l'intérieur, puis retourna à la boutique d'Adi, submergé par l'émotion. Elle leva les yeux à son entrée, et avant qu'elle puisse parler, il dit, « Elle est à moi, n'est-ce pas ?» Le silence suivit. Pendant un long moment, la main d'Adi resta immobile sur la pâte qu'elle pétrissait. Puis, sans le regarder, elle hocha la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Elle est à toi. » Obena recula d'un pas, bouleversé. La joie, la rage et le chagrin se heurtèrent dans sa poitrine. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il, d'une voix tremblante. Adi le regarda enfin dans les yeux. « Parce que je ne voulais pas qu'elle serve de monnaie d'échange à ta famille, ni qu'elle devienne un trophée. Elle méritait la paix. Elle la mérite toujours. » Obena quitta ce jour-là à la fois comblé et brisé. Son cœur s'emballa à l'idée que Chidima était sa fille, mais il pleura aussi les 12 années manquées, ses premiers pas, ses premiers mots, les nuits où elle pleurait à cause de la fièvre, les jours où elle serrait fièrement ses résultats scolaires. La culpabilité l'enveloppait comme un étau, étouffante et profonde. Mais Adi ne cherchait pas à le culpabiliser, elle voulait de la clarté. Lors de sa visite suivante, elle lui servit de l'eau et s'assit en face de lui, d'un ton posé mais ferme. « Je ne demande rien » commença-t-elle. « Ni l'argent, ni le statut. Ne gâchez pas sa vie avec des promesses que vous ne tiendrez pas. Tu es peut-être son père, mais j'ai été à la fois mère et père pendant toutes ces années. Tu n'as pas le droit de débarquer avec des regrets et de perturber ce que j'ai construit. » Obena baissa la tête, honteux mais déterminé. « Je sais. J'ai beaucoup à rattraper. Mais je veux y parvenir maintenant, non pas par des paroles, mais par des actes. Je veux qu'elle me connaisse. Qu'elle nous connaisse. » Adi le calma, son regard plus doux qu'avant. « Alors commencez petit. Soyez présent. Pas de limousine. Pas de gros titres. Elle n'est pas ta rédemption, Obena. C'est une enfant. Et si tu l'aimes vraiment, tu feras passer ses besoins avant ta fierté. » Il hocha lentement la tête, profondément ému. Ce soir-là,
il rentra chez lui et ouvrit une vieille boîte à chaussures qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des lettres manuscrites qu'il n'avait jamais envoyées, des cadeaux qu'il avait gardés pour une fille qu'il n'avait jamais rencontrée, et une vieille photo d'Adi portant ce bracelet orné d'un tournesol qu'il avait cueilli pour elle au bord de la route. C'était tout ce qu'il avait du passé. Maintenant, on lui offrait quelque chose de rare, une seconde chance. Non pas pour tout arranger, mais pour aller mieux. Il comprenait maintenant qu'Adi ne le détestait pas, mais qu'elle ne lui faisait plus facilement confiance. Et s'il voulait retrouver sa place dans leur vie, il devrait prouver, pas promettre. Et cela prendrait du temps. Obéna savait qu'il devait en parler à ses parents. Il ne pouvait pas leur cacher Shinma, non pas par honte, mais parce qu'elle faisait partie de lui, et s'il voulait vraiment reprendre sa vie en main, il devait le faire ouvertement. Ce dimanche-là, il se rendit à leur propriété d'Ikwa. Le chef et Madame Okek étaient dans leur jardin, sirotant du vin de palme et lisant le journal. Lorsqu'il annonça la nouvelle, leur réaction fut immédiate et explosive. Madame Okek laissa tomber son verre. « Vous avez un enfant avec cette femme, rétorqua-t-elle. Et vous nous le dites seulement maintenant ?» Le silence du chef Okek était plus dangereux. Ses yeux se plissèrent, la mâchoire serrée. « Tu parles de la même femme qui a failli ruiner notre famille ? Tu veux que ça revienne dans notre héritage ?» Obéna resta sur ses positions. Elle n'a rien gâché. Tu l'as fait. Et cet enfant est la mienne, ta petite fille. Elle est brillante, gentille, et elle mérite d'être reconnue. S'ensuivit une vive dispute. Ses parents insistèrent pour rencontrer l'enfant immédiatement, lui proposant des tuteurs privés, un fonds fiduciaire et même une nouvelle maison. Mais Obéna avait tiré les leçons de son passé. Tu n'as pas le droit d'acheter ta place dans sa vie, dit-il fermement. Tu y auras droit si tu l'acceptes, elle est sa mère, avec respect. Sinon, je l'élèverai sans ton intervention. Sa mère fondit en larmes tandis que son père s'éloignait en trombe, marmonnant des propos déshonorants et ingrats. Plus tard dans la soirée, Madame Okek appela en privé. Sa voix était plus douce, hésitante. Obéna, comment s'appelle-t-elle ? Shinma, dit-il. Ça veut dire que Dieu est bon. Le silence régna. Alors, amène-la un jour. Sans entourage. Sans bruit. Ce n'était pas une bénédiction totale, mais c'était le début d'une fissure dans le mur. Et c'est par les fissures, Obéna le savait, que la lumière finissait par entrer. La rédemption d'Obéna ne commença pas par de grands gestes, mais par une constance tranquille. Il venait tous les samedis matins accompagner Shinma à ses cours de soutien, attendant parfois dehors juste pour l'entendre rire ou la regarder griffonner des formules mathématiques avec une excitation contagieuse. Il n'arrivait jamais dans une voiture tape à accent grave l'œil ni en costume de guerre. Au contraire, il se fondait dans son univers, lui portant parfois son plateau de pain les jours où ses bras étaient fatigués, ou lui achetant des encas pour ses camarades. Au début, Shinma pensait qu'il n'était qu'un gentil inconnu qui appréciait sa mère. Mais au fil des semaines, elle commença à remarquer des similitudes, leur façon de froncer les sourcils en se concentrant, leur façon identique d'incliner la tête en écoutant. Un après-midi, alors qu'elle lui tenait la main en traversant la rue, elle leva les yeux et demanda simplement « Tu es mon papa, n'est-ce pas ?» Obéna marqua une pause, les yeux embués. « Oui, Chichi, je le suis. » Et à cet instant, son sourire timide fut toute l'approbation dont il avait besoin. Pendant ce temps, Addis observait tout cela à distance. Ces murs ne tombèrent pas facilement, pas après 12 ans de lutte, de solitude et de chagrin silencieux. Mais elle ne pouvait ignorer la joie sincère qui se lisait sur le visage de Shinma en présence d'Obéna, ni la transformation subtile mais réelle d'Obéna lui-même. Il ne lui apportait jamais d'argent. Il apportait les courses, aidait à payer le loyer lorsque le propriétaire devenait agressif et réparait même le pétrin de la boulangerie sans qu'elle le lui demande. Mais surtout, il lui apportait du temps et de la patience. Un soir, après une longue journée, il s'assit en face d'Addis et l'aida à emballer le pain dans des sacs en nylon. Dans le silence chaleureux, dit-elle enfin, elle est plus douce depuis ton arrivée. Elle dort mieux, rit plus fort. Obéna ne répondit pas, hocha simplement la tête et continua à nouer le sac. Ce soir-là, en le regardant s'éloigner, elle murmura, peut-être que les gens changent. Les nouvelles vont vite dans la haute société de Lagos, surtout lorsqu'il s'agit de la réapparition d'une ex-femme et d'un enfant caché. Amarashi a découvert Shinma non pas par les médias,
mais par un ami bavard qui avait aperçu Obéna en train d'acheter une Acura aux côtés d'une femme trop quelconque pour être quelqu'un d'important. Furieuse et confuse, elle fit irruption dans le bureau d'Obéna sans y être invitée un vendredi après-midi. Elle était vêtue de la tête aux pieds avec luxe et marchait avec la même assurance qui avait autrefois charmé ses parents. « C'est donc vrai » siffla-t-elle. « Tu es retourné vers cette femme ? Tu es vraiment en train de tout gâcher ?» Obéna leva les yeux de son bureau calmement, la voix ferme. « Il n'y a jamais eu de « nous » Amarachi. Juste un contrat. Et il a expiré dès que l'encre a séché sur nos papiers de divorce. » Elle a ricané. « Elle n'est rien, Obéna. Un vendeur de pain. » Son visage s'assombrit. « C'est la mère de mon enfant. Et elle était déjà quelqu'un avant que toi ou mes parents ne tentent de l'effacer. » Amarachi a essayé toutes les tactiques possibles, la flatterie, la culpabilité, et même la séduction, mais rien n'a fonctionné. Obéna avait pris sa décision, et cette fois, personne n'allait la changer à sa place. « Tu ne l'aimes pas » accusa Amarachi d'une voix tremblante. « Tu te sens juste coupable. » Obéna se leva alors, lentement et résolument. « Tu as tort. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. La culpabilité ne m'a pas ramené. L'amour l'a fait. » Les yeux d'Amarachi scintillèrent de douleur avant qu'elle ne se retourne brusquement et ne parte en claquant la porte derrière elle. Obéna se rassit, expirant profondément. La tempête s'apaisait et, pour la première fois depuis longtemps, il ne la fuyait plus. Il se tenait au centre, choisissant enfin sa paix plutôt que ses privilèges. Plus tard dans la soirée, il se présenta à la porte d'Adi avec du suya et des boissons fraîches. Alors qu'ils étaient assis devant la boulangerie, mangeant en silence sous la lueur vacillante d'un lampadaire, Adi demanda « Est-ce que ça valait la peine de tout perdre ?» Obéna la regarda et répondit « Si ça me ramène à toi, alors je n'ai rien perdu du tout. » C'était un dimanche soir ordinaire lorsqu'Obéna décida de poser la question la plus extraordinaire de sa vie. Pas de fanfare, pas de saxophoniste, pas de caméra cachée. Ils étaient tous les trois, Obéna, Adi et Shidima, assis sous le manguier derrière la boulangerie. Ils venaient de terminer leur dîner, riz jalaf et bananes plantain frites, et Shidima était rentré se préparer pour l'école. L'air était chargé du parfum des mangues mûres et du son lointain de l'azan du soir provenant de la mosquée voisine. Obéna s'éclaircit la gorge et se leva, sortant de sa poche une petite boîte en velours toute simple. « Adi, dit-il d'une voix basse mais certaine, j'ai commis la pire erreur de ma vie en te laissant partir. Je sais que je ne pourrai jamais effacer la douleur, mais si tu me laisses faire, je veux construire quelque chose de nouveau avec toi, quelque chose de meilleur. » Adi fixa la boîte, le souffle coupé. Elle avait imaginé ce moment des années auparavant, dans l'intimité de sa douleur, pour finalement l'enterrer avec le temps et le réalisme. « Ce n'est pas de la culpabilité qui parle ?» demanda-t-elle doucement, les yeux plissés. Obéna sourit. « Non. C'est moi, qui ai enfin le courage de te choisir pour moi. Pas pour les affaires. Pas pour l'image. Juste par amour. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait non pas une bague en diamant, mais un délicat anneau en or gravé du mot « encore ». Les yeux d'Adi se remplirent de larmes. Elle se leva, toucha doucement la bague, puis le regarda dans les yeux. « J'ai peur » murmura-t-elle. « Moi aussi » répondit-il. « Mais j'ai appris que l'amour ne consiste pas à être intrépide. Il s'agit d'être présent malgré tout. » Lentement, elle hocha la tête. « Alors essayons à nouveau. » Et pour la première fois depuis des années, le passé ne ressemblait plus à une prison. Il ressemblait plutôt au terreau sur lequel quelque chose de beau pouvait encore pousser. La question ne venait pas d'Obéna ou d'Adi, mais de Shidima elle-même. Un soir venteux, après le dîner, elle était assise entre ses parents devant la petite boulangerie, les jambes repliées sous elle et son bracelet scintillant à la lueur de la lampe à pétrole. « Maman, dit-elle d'un ton pensif, aimes-tu encore papa ?» Adi cligna des yeux, prise au dépourvu. Obéna se retourna, curieuse et hésitante. « Parce que, poursuivit Shidima, je le sais. Et je sais qu'il a fait des erreurs. Mais n'est-ce pas le cas de tout le monde ? Tu me dis toujours que les gens méritent une chance s'ils changent vraiment. » Sa voix était claire, innocente et incroyablement sage. « Je veux qu'on soit ensemble. Pour de vrai. Pas seulement le week-end ou pour les anniversaires. Je veux me réveiller et vous voir tous les deux là-bas. Pas une seule. » Ces mots flottaient dans l'air comme des écritures sacrées.
Adi sentit les larmes monter, mais ne les laissa pas couler. Elle regarda sa fille dans les yeux et comprit que ce n'était plus seulement son histoire, mais la leur. Et Chidima avait choisi la guérison. Plus tard dans la soirée, Obena était assis avec Adi dans leur petite cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de thé ébréché. « Je ne veux pas te forcer, dit-il doucement. Je veux juste être là où on a besoin de moi et où on se sent désiré. » Adi le rapprocha, lui, cet homme qui autrefois cédait à la pression, qui autrefois la laissait affronter seul les tempêtes. Il était différent maintenant. Plus doux, plus présent. Il ne cherchait pas à impressionner ou à apaiser sa douleur avec des richesses, mais simplement à se montrer. « Je n'ai pas besoin d'un conte de fées, répondit-elle. J'ai besoin d'honnêteté. J'ai besoin de stabilité. Et j'ai besoin que tu ne partes plus jamais quand ça devient dur. » Obena tendit la main par-dessus la table et la prit. « Alors, c'est ce que je te donnerai. Pour le restant de mes jours. » À l'étage, Chidima les observait à travers la rampe en bois, le cœur léger d'espoir. Elle n'avait jamais vu sa mère sourire ainsi, du moins pas avec ses yeux. Et tandis qu'elle se pelotonnait pour dormir, elle se murmura, « Voilà à quoi ressemble une famille. » Le mariage n'avait rien à voir avec le premier. Pas de lustre coûteux, pas d'articles de magazine sur papier glacé, pas de liste d'invités triés sur le volet avec des PDG et des gouverneurs. La cérémonie se déroulait dans l'arrière-cour de la boulangerie, sous un auvent blanc qui se balançait doucement au gré du vent. Adi portait une robe modeste en dentelle brodée de tournesol, les cheveux relevés en un chignon simple. Obena se tenait à ses côtés, vêtue d'un hikbata couleur crème, sans la quitter des yeux. Une poignée de voisins, d'enseignants et de clients de la boulangerie remplissaient les bancs en bois, applaudissant doucement tandis que Chidima marchait devant eux, une bible à la main et un sourire si large qu'il éclairait toute la rue. Le pasteur officiant était le même qui avait autrefois donné l'argent de poche d'Adi, trop fier pour le demander. La cérémonie fut brève, sincère et sacrée. Quand Obena a dit « Je le veux », sa voix s'est brisée. Quand Adi a répondu, son sourire exprimait à nouveau 12 années de douleur, de croissance et de grâce. Après les vœux, ils ont découpé un petit gâteau fait maison surmonté d'un tournesol en plastique. Chidima les nourrit tous les deux d'un cri de paix lorsqu'Obena l'a pris sur ses épaules. Le rire était sincère, l'amour spontané. Ce soir-là, Obena se tenait dans le jardin tranquille derrière la boulangerie, regardant Chidima chasser les papillons dans sa robe blanche. Elle portait encore le bracelet, terni, fragile et magnifique, à l'image de leur histoire. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant une lueur dorée sur tout, Adi le rejoignit et entoura sa taille de ses bras. « Ça va » demanda-t-elle. Obena hocha la tête, les yeux embués. « Je croyais avoir tout perdu » murmura-t-il. Mais parfois, la vie nous rend ce qu'on croyait avoir volé, en mieux. Il se tenait là, silencieux, savourant une paix durement gagnée. Et dans ce petit coin de Lagos, sous le bruit lointain de la circulation et des vendeurs ambulants, une famille autrefois brisée se retrouvait unie, preuve que l'amour, lorsqu'il est sincère, finit toujours par revenir. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.